Dans cette séquence, on va s'intéresser à l'ECE-SVT, c'est-à-dire à l'évaluation des compétences expérimentales en SVT. Il y a deux grands types de sujets. Le sujet avec une stratégie à concevoir et le sujet où la stratégie est fournie dès le début de l'épreuve. Dans cette deuxième séquence, on va s'intéresser au sujet avec stratégie fournie en début d'épreuve. Chaque sujet nous présente le contexte d'étude. On peut s'appuyer ici sur un exemple. Dans un laboratoire de génétique, parmi des drosophiles à ailes vestigiales et corps gris-jaune de lignée pure présentes dans un flacon d'élevage, une mouche à ailes vestigiales et corps noir est apparue. Les chercheurs interprètent ce phénotype comme la conséquence d'une mutation apparue chez les deux parents de cette mouche. Or, deux gènes différents, appelés Ebony et Black, peuvent être impliqués dans la couleur du corps de la drosophile. Une mutation sur au moins l'un des deux gènes provoquera le phénotype noir. Le contexte nous met dans le cadre de l'étude. Ici, on cherche à déterminer, par l'observation de croisements de drosophiles, si la couleur noire de la drosophile à ailes vestigiales apparue dans le flacon est due à une mutation du gène Ebony ou à une mutation du gène Black. La consultation des ressources initiales nous apporte des informations. On peut localiser le gène responsable de la longueur des ailes, aile longue ou aile vestigiale, sur le chromosome 2. On peut aussi localiser le gène Black responsable de la couleur du corps sur le chromosome 2 et le gène Ebony responsable de l'autre couleur du corps, cette fois-ci sur le chromosome 3. On nous rappelle aussi dans le tableau que les gènes situés sur la même paire de chromosomes sont des gènes liés et que dans ce cas, dans la descendance, on obtient 4 phénotypes avec des pourcentages de phénotypes parentaux très supérieurs aux phénotypes recombinés. Dans l'autre cas, lorsque les gènes situés sur deux paires distinctes de chromosomes, c'est-à-dire des gènes indépendants, eh bien dans la descendance, on obtient 4 phénotypes représentés en proportion cette fois-ci équivalente. Il y a autant de phénotypes parentaux que de phénotypes recombinés. Donc on a les gènes Black et vestigial qui sont sur le même chromosome, et d'un autre côté, on a les gènes vestigial et Ebony qui sont sur deux chromosomes différents. On cherche donc à déterminer, par l'observation de croisements de drosophiles, si la couleur noire de la drosophile à aile vestigiale apparue dans le flacon est due à une mutation de ce gène Ebony ou alors à la mutation du gène Black. Les consignes sont départagées en partie A et partie B. Ici, la partie A dure uniquement 20 minutes parce que la stratégie nous est fournie. On doit s'approprier le contexte, c'est ce que l'on vient de faire, et ensuite on doit mettre en œuvre l'activité pratique. Ici, la stratégie adoptée nous est fournie, et elle consiste à déterminer les pourcentages des différents phénotypes d'une génération de drosophiles, issue d'un croisement entre l'individu à corps noir et aile vestigiale apparu dans le flacon, et un individu hétérozygote pour les mêmes gènes, à corps gris, jaune et à longue, puis à les comparer avec les pourcentages attendus dans les cas des mutations sur le gène Ebony ou le gène Black. Dans la deuxième partie, la partie B, qui va maintenant durer 40 minutes, il va falloir présenter et interpréter les résultats, puis conclure. Donc, dans un premier temps, il faudra présenter et traiter les résultats obtenus sous la forme de notre choix. Il va falloir les interpréter. Et après ça, il va falloir appeler l'examinateur pour qu'il puisse vérifier nos résultats et éventuellement nous donner une ressource complémentaire. Ça va nous permettre de discuter de la fiabilité des données qu'on aura recueillies pendant notre manipulation et les confronter un petit peu à la ressource complémentaire que l'examinateur va nous fournir. Tout ça, on va le faire à l'oral dans un échange avec l'examinateur. À l'issue de ce travail, on pourra alors conclure à partir de l'ensemble des données, c'est-à-dire à la fois le travail que l'on a fait sur notre activité pratique, mais aussi sur les données contenues dans la ressource complémentaire. Notre but ici, on le rappelle, c'est de donner le nom du gène muté qui est impliqué dans l'apparition de la drosophile à corps noir et à aile vestigiale dans le flacon du laboratoire. Dans la partie A, l'appropriation du contexte et activité pratique nous explique comment on doit manipuler. On nous propose le matériel à disposition et qui est sur notre table. On peut aussi éventuellement demander du matériel dont on aurait besoin mais qui ne figure pas sur la table. Et puis on va mettre en œuvre les étapes du protocole à réaliser.
on va identifier les différents phénotypes des drosophiles fournis, on va compter le nombre d'individus pour chaque type de phénotype issu du croisement, et puis on va calculer les pourcentages pour chaque type de phénotype. C'est un travail conforme à ce que l'on a réalisé au cours de l'année. Dans la partie B, après avoir réalisé l'activité pratique, on va présenter et interpréter nos résultats, puis conclure. Pour présenter nos résultats, on peut par exemple réaliser un tableau présentant les différents phénotypes que l'on a identifiés, indiquer le nombre de chaque phénotype, puis la proportion de ces phénotypes. On peut réaliser des calculs pour montrer ici que la proportion des phénotypes parentaux est de 55%, 27,5% de chaque phénotype parental, et que la proportion des phénotypes recombinés est de 45%. Je vais donc pouvoir interpréter ces résultats avec la méthode je vois que, or je sais que, donc j'en conclus que. Ici, je vois que dans la descendance du croisement test étudié, la proportion des phénotypes parentaux est supérieure à celle des phénotypes recombinés. Or, je sais qu'avec de telles proportions, les gènes sont liés. Donc j'en conclus que le gène qui est responsable de la couleur du corps est le gène BLAC, d'après la ressource initiale qu'on a vue tout à l'heure. En effet, dans cette ressource initiale, on sait que si les gènes sont liés, c'est bien le gène BLAC qui est ici lié au gène vestigial, qui va être responsable de la couleur du corps. Le problème dans cette situation, c'est que les résultats sont statistiquement peu significatifs. 55%, 45%, c'est très proche. Or, dans la ressource initiale, on nous dit bien que pour que les gènes soient liés, les phénotypes parentaux sont très supérieurs aux phénotypes recombinés. Donc ici, 55% et 45%, finalement, la différence n'est pas énorme. Et donc, on a lieu de s'interroger. Or, dans ce type de sujet, on voit qu'il faut appeler l'examinateur pour vérifier nos résultats et éventuellement obtenir ce que l'on appelle une ressource complémentaire. Donc ici, après avoir discuté de nos résultats avec l'examinateur, eh bien, on pourrait être amené à lui demander des résultats supplémentaires qui pourraient corroborer ce que l'on a nous-mêmes vu dans notre activité pratique. Donc, l'examinateur va nous fournir une ressource complémentaire, par exemple ici des résultats combinés de plusieurs croisements tests. On voit bien dans le tableau qui est proposé ici que le nombre de phénotypes étudiés est bien plus important, bien plus élevé que ce que l'on a fait nous dans notre activité pratique. On a par exemple 124 phénotypes du premier phénotype, 122 du deuxième, etc. Donc si les proportions de parentaux et de recombinés ne nous sont pas fournis, on peut réaliser nous-mêmes le calcul et montrer ici que la proportion des phénotypes parentaux est de 62,1% et que la proportion des phénotypes recombinés est de 37,9%. Alors cette fois-ci, les résultats sont statistiquement significatifs, c'est-à-dire qu'on a une réelle différence entre la proportion des phénotypes parentaux et la proportion des phénotypes recombinés. On va donc pouvoir conclure à partir de l'ensemble des données, c'est-à-dire à la fois sur notre activité pratique et ses résultats, et puis les données de cette ressource complémentaire. Et donc on va pouvoir conclure sur le nom du gène muté qui est impliqué dans l'apparition de la drosophile à corps noir et à aile vestigiale dans le flacon du laboratoire. On peut dire que, en conclusion, d'après les résultats du croisement que j'ai étudié, complétés par les résultats d'autres croisements qui me sont fournis, je peux affirmer que le gène BLAC est bien le gène impliqué dans l'apparition de la drosophile à corps noir et aile vestigiale. Alors, il existe différentes situations dans cette étape spécifique qui va me conduire à réfléchir un petit peu, à exercer un esprit critique sur les résultats que j'ai obtenus. Le premier type d'activité consiste à vérifier ce que l'on appelle la reproductibilité des résultats en dehors de sa propre activité pratique que l'on vient de réaliser. Le deuxième cas de figure correspond à généraliser le processus, le mécanisme ou le phénomène étudié, en établissant les limites de son champ d'application. On peut aussi proposer une nouvelle stratégie permettant d'aller plus loin dans la recherche, ou alors de tester une représentation du réel en vérifiant sa validité ou sa complétude, c'est-à-dire une modélisation.
On peut travailler par exemple sur le fait de vérifier la reproductibilité des résultats en dehors de sa propre activité pratique que l'on vient de réaliser. On peut prendre un exemple. Le candidat a réalisé l'étude d'un croisement entre deux drosophiles. Il a présenté et dénombré les phénotypes de cette descendance composée d'un nombre restreint d'individus. Eh bien, dans l'étape suivante, le candidat va proposer à l'examinateur d'obtenir davantage de résultats de ce croisement pour vérifier la reproductibilité des résultats. Deuxième cas de figure, généraliser le processus, le mécanisme ou le phénomène étudié en établissant les limites de son champ d'application. Par exemple, le candidat a réalisé l'étude de la zone de subduction au niveau du Chili. Eh bien, dans l'étape suivante, le candidat propose à l'examinateur d'avoir accès à une ressource complémentaire montrant les caractéristiques d'autres zones du globe pour généraliser le fonctionnement d'une zone de subduction. Troisième possibilité, il s'agit de proposer une poursuite de la stratégie pour aller plus loin dans la recherche. Par exemple, le candidat a réalisé un antibiogramme pour étudier l'action de quelques antibiotiques sur une bactérie. Eh bien, dans l'étape suivante, le candidat propose d'étendre la stratégie à l'action de ces mêmes antibiotiques, mais sur d'autres bactéries, afin de déterminer le champ d'application d'un antibiotique.